Et bonjour à tous. Alors, je vais commencer doucement et tranquillement le temps que tout le monde se connecte. Voilà. Alors, je suis Samuel Garnier. Je suis membre du conseil scientifique de NACEOL sous la direction du médecin et chercheur Étienne Varlan, que vous avez peut-être vu pour certains la semaine dernière. NACEOL propose des audits de la santé au travail avec des plans d'action pluridisciplinaires, mais surtout interdisciplinaires. Ça, c'est notre leitmotiv. L'idée, c'est de passer à des actions concrètes, d'agir réellement, et que ces actions s'inscrivent sur du long terme. Voilà, c'est un peu notre leitmotiv. Et c'est permettre à chacun et au collectif je dirais, de se prémunir, de mieux se prémunir. On fait finalement des actions de prévention de la santé, et puis des actions, concrètement. L'idée, c'est de rendre chaque individu acteur et auteur de son parcours santé, ce qui fait sens pour lui pour renforcer son système immunitaire, comme le disait Étienne la semaine dernière. Alors, c'est pourquoi, en fait, vous avez eu plusieurs types d'interventions qui se sont corrélées les unes aux autres. Il y a 2 semaines, vous avez pu avoir une approche ergonomique avec Lisa, Richard, une approche médicale, donc la semaine dernière, sur le système immunitaire avec Étienne Varlan, et puis aujourd'hui avec moi sur la gestion des émotions. Alors, qui je suis plus précisément, donc je travaille au sein de NACEOL, mais je travaille également aussi en collaboration avec le laboratoire des sciences humaines de Grenoble, et plus particulièrement avec Rebecca Shanklang du laboratoire de psychologie de l'Université Grenoble-Alpes depuis plusieurs années. Je suis aussi responsable de la formation des cadres et des directeurs en travail social et médico-social à l'IFTS de Grenoble. Et comme je le disais, voilà, peut-être que vous le voyez, mais je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, en ce mercredi 29 avril. Je trouve très intéressant de constituer ces liens entre nous, et je remercie toutes les personnes qui participent à favoriser ces liens, et bien évidemment Chorus, et puis Mathilde qui est derrière la vidéo à l'instant. Voilà. J'ai aussi une petite pensée à chaque fois que je fais ces visios pour tous les professionnels et les volontaires qui ont été encore cette semaine au plus près des personnes qui vivent des moments difficiles. Je sais que ce n'est pas facile que ce n'est facile pour personne, j'imagine, même pour vous qui m'écoutez. Pour moi aussi, par moments, c'est difficile de vivre dans cette période. Et peut-être pour nous remettre tous ensemble de ces moments si particuliers, je vous propose dans une petite minute un exercice très simple et en lien avec notre thématique du jour, réguler ses pensées pour mieux gérer son stress. Alors notre collègue médecin et chercheur Étienne Varlan, la semaine dernière, nous a entre autres rappelé l'importance d'agir et non de subir ou de se recroqueviller trop sur soi-même. Et c'est cette volonté d'agir qui va intervenir sur le système immunitaire. Donc, pour commencer, agissons. Avec curiosité, avec un éprouvé et un intérêt sur cet exercice qu'on va faire ensemble, l'exercice de la cohérence cardiaque. Alors cet exercice a plein de vertus, le temps que Mathilde mette la vidéo, entre autres diminution de l'hypertension artérielle quand on fait ce type d'exercice, on va le faire juste pendant 1 minute, mais ça va déjà avoir des effets sur le risque cardiovasculaire, sur la régulation du taux de sucre, sur le périmètre abdominal, sur une meilleure récupération, sur amélioration de la concentration, de la mémorisation, diminution de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, meilleure tolérance à la douleur. Ça peut améliorer aussi l'asthme et les maladies inflammatoires. Bref, un exercice assez complet, même s'il paraît très très simple au départ. L'idée, ça va être d'essayer de réguler les poumons et le cœur par la respiration. Et du coup, je vais vous inviter à suivre le schéma qui va suivre. Comme je vous l'ai dit, juste pendant 1 minute. Et puis quand on verra que la balle va monter, eh bien, on inspire. Et quand la balle descend, on expire. Naturellement, sans forcer.
Voilà, un petit exercice d'1 minute. L'idée de le faire 3 minutes à 5 minutes par jour, ce qui est tout à fait très intéressant par rapport à toutes les vertus que j'ai décrites tout à l'heure. Alors, le stress, hein, cette question de la gestion des émotions, hein, qui nous rassemble aujourd'hui, eh bien, c'est quoi? C'est faire face à une menace, hein. C'est faire face à l'inconnu, lorsqu'on est face à cet inconnu, à une menace, eh bien, le système nerveux se met en route. Et cela est tout à fait adapté pour, par exemple, mieux courir ou se battre. On va peut-être le voir dans les diapos qui vont suivre, mais le stress est très adapté et il est très positif. Alors, on le voit là sur ce beau dessin d'une professeure, d'une chercheuse belge qui s'appelle Moira Mikolodjak. Et face à une situation que j'estime préoccupante, dangereuse, j'augmente naturellement ma tension musculaire pour plus de force. Mon rythme cardiaque se met en route pour plus de sang dans tout mon corps, et donc plus d'énergie, et plus d'énergie aussi grâce à plus de glycémie. Et effectivement, il ne s'agit pas de tomber dans les pommes à ce moment-là. Le loup, par exemple, hein, dans cette situation de l'homme préhistorique, risquerait de nous dévorer. Et les systèmes de digestion, systèmes immunitaires, de reproduction se mettent en arrêt car inutiles dans la situation. Et si la situation de stress bien se poursuit, que se passe-t-il? Eh bien, si j'ai des tensions musculaires trop importantes qui durent, je vais avoir un mal de dos. L'expression j'en ai plein le dos est tout à fait adaptée à ce moment-là. L'hypertension et l'hyperglycémie vont être très importantes. C'est pourquoi, entre autres, les diabétiques ont souvent des accompagnements pour pouvoir mieux gérer leur stress, en tout cas on leur propose. On va avoir du coup des problèmes digestifs, la fameuse j'ai une boule dans le ventre, j'ai une boule au ventre. Et puis les systèmes immunitaires, le système immunitaire, il est moins performant. Je vais être plus sensible aux virus, aux bactéries, aux allergies. Et je le répète, je vais être plus sensible aux virus. Donc dans la période que l'on connaît aujourd'hui, l'idée c'est aussi de mieux gérer ses pensées, ses émotions, pour être plus fort face aux virus qui nous concernent. Et puis je vais avoir aussi des troubles sexuels, en tout cas plus de chance. La fertilité, elle est mise à mal chez les personnes qui ont beaucoup de stress, qui se mettent par exemple beaucoup la pression pour avoir un enfant. Et puis lorsqu'ils ont fait le deuil de ne plus en avoir naturellement, quand ils se sont dit ça y est, d'être parent, c'est pas pour moi, que l'émotion et que la pression sociale est beaucoup moins intense, eh bien pour certains, la fertilité revient. Ça, c'est assez extraordinaire, assez magique. Alors ces émotions fortes, on les retrouve aussi à cause de l'environnement dans lequel nous vivons, et ce d'autant plus aujourd'hui. Nous sommes dans un monde VUCA, c'est les Américains qui parlent de cette notion, VICA en français, c'est-à-dire volatile, dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est dans cet état des choses que tous les baromètres nous indiquent que la question de la gestion des émotions est au cœur de nos problématiques. Et l'ANACT, ou le rapport stimulus que vous connaissez certainement, nous indique que plus de la moitié de la population active est dans un stress constant et fort. Et pendant ce confinement, on est monté, pour certaines études, à plus de 75%. Et il y a une étude encore très récente qui montre que 50% des travailleurs aujourd'hui sont en stress. Donc l'environnement est peu aidant. Au travail, on est conditionné par un rythme haché et rapide, dérangé toutes les 3 minutes, un rapport avec le numérique de plus en plus important. On va contrôler nos emails, nos SMS, notre téléphone toutes les 2 minutes, et on a un volume numérique qui est exponentiel. Donc, ce qu'on peut retenir, pour résumer, c'est qu'on est dans des multi-sollicitations, multitasking. Et cela va provoquer au niveau cognitif, de notre pensée, de son organisation, de forts conditionnements que l'on nomme le pilotage automatique, qui va se traduire par des difficultés d'attention et de concentration. Donc, il y a une diminution de l'attention au moment présent, et on est dans du mind wandering, c'est-à-dire que plus de la moitié de mon temps, mon esprit va divaguer, j'imagine, je pars dans mes pensées, qui ne sont plus en lien avec l'activité du moment que je suis en train de réaliser. Donc, il y a une perte d'efficacité, très clairement. Du coup, dans ces modes de pensée automatiques, je fais moins attention à mes activités quotidiennes, je perds mes clés, je les cherche,
je ne fais pas attention à la route que j'emprunte ou au paysage que je prends, ou je suis dans trop de pensées. Et du coup, quand vous allez reprendre la voiture, peut-être que certains c'est déjà le cas, essayez peut-être de redécouvrir ces paysages, hein, tout simplement. Le contact avec le volant, voilà. Et dans ces moments de stress ou de pilotage automatique, je ne mange pas. Je dirais, je me remplis plutôt, et puis je me remplis vite. Donc je ne savoure pas et j'assimile mal les aliments. J'assimile mal les vitamines, les protéines. Je crée des problèmes de digestion, hein, à mon organisme. Et je dois, par exemple, aussi, quand je lis un article ou un livre, je dois m'y prendre à plusieurs reprises pour lire un paragraphe ou une phrase et comprendre ce que je suis en train de lire. Et tout cela, en plus, aujourd'hui, maintenant, dans un environnement sanitaire peu rassurant. Effectivement, le nombre de virus semble augmenter dans le monde, leur force et leur impact aussi. Ça fait depuis les années 2000 que régulièrement l'OMS nous informe dessus. Et du coup, voilà, c'est comme si c'était une surprise aujourd'hui, alors que non. Ça fait un moment que ça nous pendait au nez, entre guillemets. L'actualité et les mesures de confinement que nous subissons aussi ont eu des effets psychologiques considérables sur les niveaux de stress, d'anxiété, de confusion. L'isolement tend à détériorer la santé mentale et physique, hein. C'est pour ça que c'est important d'aller bouger régulièrement, de faire son heure de marche, d'aller faire ses courses comme avant, avec toutes les précautions d'usage, bien évidemment. Et puis, cet isolement peut provoquer des états massifs de colère, hein, de peur, de honte, de doute. Essayons de les exprimer, essayons de les partager. Ce n'est pas grave. Vaut mieux ne pas se les cacher à soi-même puis vis-à-vis des autres. On peut comprendre ces moments-là. Et si on ne le fait pas, ça va se traduire aussi par une détérioration de nos rythmes journaliers, notamment troubles du sommeil, voire troubles du comportement. Donc face à cette incertitude, il convient de revenir aux fondamentaux et aux forces de l'être humain, qui nous permettent de bien vivre et de bien vieillir. Donc agir et non subir. Et nous verrons cette notion d'ailleurs du pouvoir d'agir sur une prochaine visioconférence, sur un webinaire prochain. Voilà, du coup, comment agir? Eh bien, par exemple, suivre les recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et puis avec l'approche pluridisciplinaire de NACEOL. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse échanger dessus, mais avant qu'on puisse échanger, on peut s'intéresser à des exercices assez simples, basiques, comme la cohérence cardiaque qu'on vient de faire, des exercices de pleine conscience qui sont étroitement liés aux autres disciplines que sont la nutrition, le sport et la mise en mouvement. Nous en parlerons là aussi dans une autre visio, hein, de cette corrélation entre ces différents piliers qui sont fondamentaux pour NACEOL. Et donc, il y a une complémentarité et on pourra retravailler le stress aussi sur ces autres piliers, bien évidemment. Alors, ces exercices de pleine conscience, hein, reconnus par les différents conseils scientifiques internationaux, dont l'OMS, vont développer particulièrement nos cellules immunitaires. Par exemple, une méthode FOVEA que nous appliquons chez NACEOL dans cette complémentarité, cette interdisciplinarité, cette méthode, elle a été réalisée par un docteur qui s'appelle le docteur Vitoz et qui s'était intéressé d'abord à l'hypnose. Il s'est formé à la Salpêtrière à Paris et il a conclu que l'hypnose était intéressante comme approche, hein, très clairement, mais qu'elle proposait parfois, enfin qu'elle rendait les patients passifs par rapport à leurs troubles. Et donc, il a choisi de porter son travail thérapeutique vers le développement de l'attention, à l'instant présent. Un ancrage corporel dans l'ici et le maintenant par des exercices sensoriels, des exercices de concentration et de volonté. C'est bien ça l'idée. Et pour Vitoz, être conscient, ce n'est pas penser, c'est sentir. Et j'aime beaucoup cette phrase. Pour penser juste, il faut sentir juste. Et donc, Vitoz avait noté que ses patients étaient très rarement présents à la situation vécue dans l'ici et le maintenant. Et ça, c'est fondamental. Ils étaient soit dans des ruminations par rapport au passé, soit dans des anticipations ou des projections anxieuses sur un avenir incertain. Et par définition, l'avenir est toujours incertain, et c'est bien cela le problème de l'humain et de la régulation de nos émotions et du stress et de la régulation de nos pensées. Donc la seule façon de reposer son cerveau, d'arrêter la machine à penser, c'est de se mettre en réceptivité, d'accueillir ce qui nous entoure
et d'utiliser finalement la médiation corporelle. C'est donc finalement des approches psychosomatiques, hein, qu'on va vous proposer, entre autres, aujourd'hui, qui vont avoir des effets cognitifs intéressants pour mieux organiser ses pensées et ainsi mieux agir. Donc l'accès au corps va se faire par des mises en situation au travers d'exercices pratiques pour les différents outils qu'on utilise et qu'on va retrouver aussi dans les autres piliers. Alors je vous propose d'essayer un petit exercice juste pendant 4 minutes, puis après on échange. Je réponds à vos questions et à vos remarques. C'est un exercice qu'on va intituler « Se créer un espace de respiration ». Donc je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise ou votre canapé ou sur le sol même, hein, soyons fous, comme vous le pouvez finalement. Et quand vous êtes installé confortablement, à votre guise, je vous invite à fermer les yeux. Et si vous ne pouvez pas fermer les yeux, essayez de regarder droit devant vous, au sol, à 1 mètre devant, à peu près. Et concentrons-nous sur le moment présent en adoptant une posture droite, digne, pieds, bassin bien ancrés, dos droit, tête droite, menton légèrement rentré, épaules relâchées. Et demandons-nous tout simplement ce qui se passe en nous en cet instant. Quelles sont mes pensées? Par exemple, une pensée critique ou d'autocritique ou des pensées positives, beaucoup ou peu de pensées. Quelles sont mes émotions? De l'ennui, de la tristesse, de la colère ou de la joie, de la sérénité. Quelles sont mes sensations corporelles? Qu'elles soient désagréables ou agréables. Est-ce que je constate une tension dans le cou, un relâchement ou autre chose? Amenons toute notre attention à ce qui nous habite en cet instant. Maintenant, dirigeons doucement notre attention sur notre respiration, en notant chacune de nos inspirations et chacune de nos expirations qui se suivent l'une après l'autre, sans forcer. Portons notre attention particulièrement au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Observons le déroulement naturel de notre respiration, sans chercher à l'influencer, à la modifier, sentant l'air qui rentre et l'air qui sort. Appuyons-nous sur notre respiration pour rester présents. Et chaque fois que l'esprit vagabonde, ramenons doucement l'attention sur la respiration. Concentrons-nous sur notre respiration au niveau de la poitrine, qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Et puis tentons de ressentir la respiration au niveau du dos, qui se gonfle et qui se dégonfle légèrement. C'est beaucoup plus nuancé. Portons maintenant notre attention sur l'air qui rentre par le nez ou la bouche et qui ressort par le nez ou la bouche. On peut peut-être même ressentir ou imaginer l'air qui rentre, la chaleur ou la fraîcheur de l'air aussi. Finalement, prenons conscience de cette colonne d'air qui part du ventre jusqu'à notre bouche et nos narines. Observons le déroulement naturel de notre respiration sans chercher à l'influencer, à la modifier. Élargissons le champ de notre conscience au-delà de la respiration, cette fois à notre corps tout entier. Un corps qui respire des pieds à la tête, corps respirant dans toute sa globalité, imaginant recevoir à l'inspiration
tout ce dont il a besoin et laissant s'éliminer tout ce qui doit être éliminé à l'expiration, permettant ainsi de faire un grand lavage à chaque inspiration, recevant ce qui est nécessaire et éliminant ce qui doit être éliminé. Et nous permettant de faire l'expérience de nous-mêmes, juste tels que nous sommes, instant après instant. Maintenant, prenons conscience de notre posture droite, éveillée, et de l'expression des traits de notre visage, juste en cet instant. Constatons si on est crispé ou relâché au niveau du front, des yeux, des mâchoires ou du menton. Concentrons-nous maintenant sur les bruits qui nous entourent, au plus près de moi, au niveau de la voix, de ma voix à moi, ou loin de moi. Et puis vous peut-être ressentir avec un autre sens les odeurs éventuellement qui sont près de vous. Et maintenant, je vous invite à vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous occuper de vous-même et que l'expérience fût positive ou négative selon vous, peu importe. C'est bien d'avoir consacré ce temps, d'avoir créé cet espace de respiration. Et pour finir, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une grande inspiration volontaire suivie d'une grande expiration volontaire. Et préparons-nous mentalement à rouvrir les yeux si ce n'est déjà fait et à accueillir une autre posture plus habituelle. Et peut-être, quand vous avez les yeux ouverts, vous pouvez vous étirer, relâcher, bâiller et se préparer tranquillement à échanger et du coup, si vous voulez écrire des questions, dans la colonne questions, eh bien, je vous laisse le temps de le faire. En attendant que vous commenciez à écrire les questions, je vous invite, du coup, à échanger peut-être sur ce que vous avez vécu, que ce soit pendant l'exercice, hein, qu'il ait été positif ou négatif, ou que vous avez des questions sur l'intérêt de cet exercice, ou qu'est-ce qui s'est passé en vous, je peux essayer d'y répondre. Ou si vous avez des questions par rapport à la présentation, hein, qui donnera lieu à des suites et des complémentarités, entre autres avec l'intervention de Valentin la semaine prochaine. C'est notre nutritionniste chez Nacéol, et on verra avec lui, entre autres, l'importance de manger aussi en pleine conscience. Hein. Je l'ai abordé un petit peu, on va le développer davantage, et puis il va nous amener plein d'autres choses très intéressantes, c'est-à-dire comment on peut continuer ou comment on peut retrouver du plaisir à bien manger, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Car finalement, l'importance pour Nacéol, et je finis là-dessus, c'est qu'une problématique santé, par exemple le stress, hein, celle d'aujourd'hui, soit traitée de manière interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux différents facteurs du problème, car le stress et les effets du stress peuvent être régulés aussi par la nutrition, par la mise en mouvement, par le sport. Manger en pleine conscience peut entraîner un effet bénéfique sur votre stress. La gestion des émotions peut permettre de mieux manger également, plus calmement par exemple, de moins céder aux addictions. C'est finalement un cercle vertueux que vous propose Nacéol et qu'il est intéressant d'établir en nous pour casser nos habitudes, nos conditionnements, parfois délétères, sans pour autant oublier la notion de plaisir, là aussi fondamentale chez nous, sans oublier ce qui est important pour vous, car c'est aussi votre moteur, votre moteur. Bien, échangeons, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Ce qu'on peut essayer de voir, c'est sur l'exercice de la cohérence cardiaque et sur l'exercice qu'on vient de faire sur l'espace de respiration. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais si vous avez eu des moments agréables, des moments où vous avez pu faire la différence entre les pensées, des émotions et des sensations corporelles, eh bien c'est un bon début. Et plus vous allez vous conditionner par rapport à ça, et plus vous serez, je dirais, plus apaisé et plus tranquille pour dormir. Dernier petit conseil qu'on redira dans 15 jours, je pense, c'est que l'idée, c'est de se déconditionner. Et pour se déconditionner, c'est d'identifier nos habitudes. Et peut-être que quand vous êtes allongé, Emma, et que vous, vous commencez à vouloir dormir, c'est peut-être là où les pensées, elles surgissent. Peut-être d'ailleurs dans l'exercice, vous l'avez fait aussi.
eh bien, si à un moment donné, vous voyez que vous n'arrivez pas à arrêter ces pensées, que la machine, le pilotage automatique se met en route trop fort, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de sortir du lit, très clairement, d'aller boire un verre d'eau, comme je vais faire, et à ce moment-là, quand vous aurez pu trouver un temps suffisant parce qu'il y aura un peu de fatigue qui va s'installer, eh bien, vous retournez vous coucher. Le lit, c'est fait pour dormir, ce n'est pas fait pour penser. Et je vous propose d'essayer ces exercices, quand bien même ils peuvent être douloureux parfois. Alexandre, eh bien, du coup, Olivier, je pense que ce qui est important, là aussi on le verra dans un autre webinaire, c'est le développement du pouvoir d'agir, hein, cette action-là nécessaire. Mais je pense que ces exercices, ils sont difficiles à réaliser, hein, celui qu'on vient de faire. Ils peuvent paraître très simples pour certains, mais très difficiles en soi parce que on a s'arrêter, ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de pensées qui viennent et qui nous empêchent justement de faire ces exercices. Mais un pas en entraînera un autre. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de différencier les 3 C, le cerveau, donc les pensées qui viennent du cerveau, les émotions qui viennent du cœur, le deuxième C, cerveau, cœur, et le corps, le troisième C, c'est-à-dire les sensations corporelles. Et du coup, pour passer à l'action, ben, c'est d'identifier ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel. Et cette notion de plaisir dont je parlais à la fin de l'intervention, elle me paraît vraiment fondamentale. C'est-à-dire, bah, peut-être que c'est plus l'alimentation et donc le manger en pleine conscience qui vous permettra de passer à cette action. Donc, de savourer, de déguster, de regarder, de sentir. Mais ça peut être peut-être le sport. Comment vous ne faites pas du sport pour en faire. Je vais faire mon jogging pendant 30 minutes. Je me suis défoncé, ça me fait du bien. Génial. Mais est-ce que j'ai pu, quand j'ai couru, eh bien, on le fait avec des grands sportifs de haut niveau. Hein, c'est pour ça que je dis souvent que Federer a pu tenir plus longtemps que peut-être que les autres. C'est que les exercices de préparation mentale, de visualisation, de savourer les paysages qui vous entourent quand vous courez, de savoir où est votre respiration, où sont vos sensations corporelles, eh bien, c'est fondamental. Parfois, beaucoup de gens courent en essayant d'oublier de penser, mais finalement, on a pu observer qu'il y avait une activation au niveau de la pensée qui était très forte. Alors, la cohérence cardiaque, ça peut être 5 minutes par jour. Du coup, sur YouTube, vous aurez, je crois que Mathilde l'a mis dans le chat, vous pourrez regarder cette cohérence cardiaque, et là, la vidéo dure 5 minutes. Donc, vous pouvez le faire. Si vous le faites 3 minutes, c'est déjà très bien. Là, tout à l'heure, on l'a fait 1 minute. C'est peut-être paru court pour certains, long pour d'autres, mais c'est déjà très intéressant. Vous pouvez peut-être varier les exercices. L'espace de respiration fait là 4 minutes, à peu près. Eh bien, vous pouvez le faire le lendemain, une fois sur deux. Justement, manger en pleine conscience, c'est pas forcément tous les jours, à tous les repas, mais ça peut être pendant quelques minutes, pendant un repas, et varier les exercices tout au long de la semaine. Ça me paraît intéressant. Christophe André, qui est un médecin psychiatre, propose dans un livre 3 minutes de méditation par jour, c'est suffisant. Eh bien, Laurent, vous êtes tombé dans cette habitude, dans ce conditionnement. Vous êtes conditionné par rapport à ça. Et on l'est tous, hein, je vous rassure, là, vous n'êtes pas le seul. Je pense que ça peut être aussi intéressant de le savoir. Mon propos, c'était de dire que c'est vraiment notre environnement, notre système, hein, c'est une approche systémique qu'on a qui fait qu'on est tous un petit peu concernés par ce que vous dites. Et du coup, eh bien, des petits exercices sur je vais faire attention davantage à ce qui est bon pour moi. Il y a, par exemple, les exercices que je vous propose vont vous déconditionner dans les habitudes que vous avez eues, hein, petit à petit, mais il faut de l'entraînement, enfin un peu de discipline, hein, c'est comme n'importe quel sport. Marcher en pleine conscience, par exemple, est hyper accessible, et je vous assure, pendant le confinement, beaucoup de gens se sont mis à marcher, au moins en respectant la demi-heure, voire l'heure, qui est préconisée d'ailleurs par l'OMS. Et beaucoup de gens ont pu mieux réguler. Mais il y a beaucoup de gens qui sont restés confinés par peur, etc. Ce que je comprends, il n'y a pas de jugement, de critique de ma part. Mais la marche, nous, en pleine conscience, à ce moment-là, nous paraît très intéressante. Marcher tranquillement comme vous pouvez avec vos habitudes, et puis de vous recentrer pendant 2-3 minutes régulièrement sur, là encore une fois, votre respiration, vos sensations corporelles, ce qui vous entoure, etc. Donc là, on va
on va casser la machine. Un autre point sur les émotions, les idées négatives, eh bien, paradoxalement, en complémentarité, vous avez la réponse dans votre question, c'est d'essayer de, peut-être chaque jour, de faire un point de ce qui a été positif pour vous, finalement. Il y aura un autre point qui est très intéressant, c'est d'identifier ce qui a été difficile dans votre vie et qu'est-ce que vous avez mis en place pour réussir finalement à dépasser ces moments difficiles. Et ça, c'est vos forces, c'est vos compétences, c'est l'estime que vous avez de vous-même et vous pouvez du coup gagner là-dessus. Et sur les idées positives, il y a Rebecca Shankland, que j'ai cité en début de propos, avait proposé dans une étude qui avait été très positive au final au niveau des résultats, c'est de prendre une photo par jour de quelque chose qui nous émerveille. Eh bien, le fait de faire cette démarche, bien évidemment, en pleine conscience du coup, hein, je ne fais pas des dizaines de photos un peu dans tous les sens, j'en fais juste une, mais avec beaucoup de gratitude sur ce que je suis en train d'observer, et je le capture, et puis voilà, je la garde précieusement cette photo. Ok. Alors, oui, l'anxiété, le stress, c'est quelque chose qui est complexe. Donc peut-être que l'hypnose n'a pas fonctionné, peut-être que les exercices que je vous ai proposés ne sont peut-être pas plus performants au premier abord, hein. Ce que je vous disais, c'est Vitose, il parlait de l'hypnose, mais que vous êtes peut-être un peu trop passive dans cet exercice de l'hypnose. C'est très intéressant l'hypnose, hein. Étienne Varlang, que vous avez vu la semaine dernière pour certains, pratique l'hypnose ericksonienne et c'est très intéressant. Néanmoins, l'approche qu'on a faite ensemble, elle est complémentaire à l'hypnose ericksonienne, par exemple, dans l'idée de, vous allez être acteur, en fait. Quand vous vous mettez à méditer, à respirer, à faire de la cohérence cardiaque, eh bien, vous vous mettez en action, en mouvement. C'est pour ça que la marche nous paraît intéressante. C'est pour ça aussi de boire en pleine conscience. Je parle vite et du coup, je me dessèche un petit peu, donc excusez-moi. Profitez pour en faire de même, d'ailleurs, je pense. Je crois, mais Valentin nous le rappellera, qu'il faut boire 1,5 litre à 2,5 litres par jour, hein, en été, par exemple. Donc, boire en pleine conscience, ça me paraît très important. Et du coup, c'est peut-être, Christelle, d'installer ce programme-là. Je pense que l'idée de Nassel, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand il y a un enjeu, une problématique trop forte, bah, je crois qu'il faut aussi se faire accompagner et aussi de manière complémentaire. Alors, je fais un petit peu de publicité pour Nassel, mais c'est vrai que l'idée, c'est de se prendre en main. Je pense qu'on a une occasion unique, là, avec le Covid, de se dire, maintenant, il faut revenir à l'essentiel et aux fondamentaux et peut-être justement changer des habitudes qui font qu'on est moins performant, hein. Notre société demande de la performance, certes, mais souvent est en grand paradoxe. Donc, ce qu'on peut essayer de voir aussi, hein, c'est comment, avec une approche pluridisciplinaire, en agissant sur vos motivations, sur ce qui vous fait plaisir, Christelle, eh bien, de pouvoir, je dirais, casser cette machine du stress dont vous parliez. Exercice, oui, tout à fait. Encore une fois, l'idée, c'est de différencier les 3 C. C'est laborieux, mais en même temps, c'est pas grand-chose. Et puis en même temps, on peut le faire dans des activités intégrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez ne pas avoir le sentiment de perdre du temps, même si aujourd'hui, la notion du temps me paraîtrait intéressant à travailler pour qu'on organise aussi mieux nos pensées. Et je trouve qu'aujourd'hui, les to-do list sont vraiment importantes. Et à organiser les to-do list, hein, liste des courses, quoi, finalement, ou des tâches à faire, me paraissent fondamentales, très simples, encore une fois, d'accès. Mais dans cette liste, que vous puissiez organiser ce qui est important pour vous, ce qui est urgent pour vous, ou pour les autres, pour votre employeur, ce qui n'est pas important et ce qui n'est pas urgent. C'est 4 catégories. Vous connaissez peut-être hein, cette classification que certaines écoles d'ingénieurs proposent très clairement. Je trouve ça efficace parce que ce qui n'est pas important et pas urgent, eh ben, vous l'enlevez de la to-do list. Par contre, ce qui est important et urgent, les deux,
eh bien, il faut les mettre en face de la to-do list et puis il faut faire une tâche et après l'autre. Et quand vous faites cette tâche, de ce qui est important et urgent pour vous, eh bien, vous la faites jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on fait une tâche, on ne va pas jusqu'au bout de la tâche, on en fait une autre, etc. Et du coup, ces tâches-là restent présentes constamment. C'est peut-être là où on verra la question de l'importance et de l'urgence. Voilà. Mais du coup, on va mettre priorité sur ce qui est important et urgent. Voilà. Le reste, finalement, bah, peut-être qu'il faut le laisser tomber de manière claire. Et puis, et puis du coup, bah, comme ça, on fait la différence entre ce qui est important et urgent, me semble-t-il. Bah, toute heure, je dirais, celle qui vous convient le mieux. Mais sur la première question, il y avait effectivement Emma, je crois, qui disait qu'elle avait des problèmes de sommeil. Ben, plutôt que de perdre du temps à penser, entre guillemets, ce qui ne va rien résoudre, ce qui va que renforcer l'anxiété, ben, perdre du temps à faire de la cohérence cardiaque, par exemple. Pour accompagner énormément de groupes, des gens qui vont très très bien en soi, qui sont épanouis dans leur vie, mais qui ont essayé de se prendre en main et de dire bah, je vais essayer de faire partie d'un groupe parce que le groupe stimule aussi, m'oblige dans un espace-temps à faire, à passer à l'action et à faire par exemple de la cohérence cardiaque ou l'espace de respiration qu'on a fait ou plein d'autres exercices qu'on peut faire pour mieux réguler ses pensées ensemble. Eh bien, à ce moment-là, j'ai pu voir que c'était souvent le lever. Au lever, les gens étaient très performants pour ce type d'exercice, et au coucher. Voilà. Peut-être aussi au moment du creux du midi et de la pause, de la sieste, à défaut de faire une sieste, mais je préconise de faire une sieste de 5, 10 minutes, 20 minutes maximum. Ça me paraît intéressant. Mettez un réveil si vous avez peur de ne pas vous réveiller, mais c'est très intéressant. Je crois que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est la question de la culpabilité. Je ne l'ai pas assez dit, je pense, ou voire peut-être je ne l'ai même pas dit du tout dans mon propos, mais c'est fondamental cette question du jugement vis-à-vis de soi-même. Si on veut absolument réussir, ben, finalement, ça fait souvent l'effet inverse. Donc, en tout cas, on est moins performant que si, justement, on accepte aussi ses défauts, ses difficultés. C'est pour ça que des fois, dans des conférences, je valorise la procrastination en pleine conscience. Voilà, la procrastination positive. C'est la procrastination, parce que peut-être que vous en faites partie de ces gens qui remettent toujours au lendemain ce qu'ils doivent faire, donc ça c'est une procrastination négative. Mais la procrastination positive, ce serait de dire, puisque je sais que je vais je vais m'y mettre au dernier moment, et ben autant que pour faire telle tâche, je ne sais pas, moi par exemple, pour le mardi, alors que ça fait 3 semaines que vous avez cette information, que vous devez rendre ce rapport pour le mardi, et que vous allez procrastiner, culpabiliser tout le temps, eh bien à un moment donné, vous allez vivre le lundi, la veille du mardi, de manière très difficile. Peut-être que dans votre organisation, c'est quand vous avez cette information, vous savez que vous devez le rendre le mardi, donc vous mettez dans votre agenda que vous allez la travailler le lundi, la veille. Ça peut être un peu flippant, mais en même temps, c'est beaucoup plus efficace parce que je vais penser à d'autres choses, parce que je sais à quel moment je vais devoir le travailler et je vais pouvoir me libérer de plein d'autres choses. Et du coup, la procrastination positive, la procrastination en pleine conscience, assumée, sans culpabilité, me paraît intéressante. Alors, je ne sais pas si cette image symbolique répond à votre question, mais je crois que cette question de la culpabilité, elle est vraiment, et du jugement vis-à-vis de soi-même, elle est vraiment importante. On a droit à l'erreur. Les États-Unis, sur certains points, sont des modèles, sur d'autres, j'espère qu'ils s'inspireront beaucoup plus de l'Europe. Mais peut-être que sur l'idée du risque, sur l'idée de l'échec, c'est plutôt une belle nation à ce niveau-là. En France, la question de l'échec, puisque vous parlez d'éducation, eh bien, c'est difficile à assumer. L'idée là, c'est qu'on s'est peut-être un peu tous plantés, en tout cas au niveau de l'arrivée des virus, parce que je vous ai dit que ça faisait un moment que ça nous pendait au nez. Et l'idée, c'est que voilà, on a le droit de se tromper, et peut-être qu'on peut partir sur d'autres dynamiques, réfléchir ensemble, on n'est pas seul, et de parler
de nos peurs, de nos hontes, de nos difficultés et de nos erreurs, du coup. Hein. Ça, il faut absolument créer ce climat de confiance entre nous, que ce soit dans nos sphères professionnelles ou personnelles, pour être plus tranquille et apaisé, et du coup, allier rentabilité et temps. Très, très bonne question. Enfin, toutes les questions étaient très intéressantes, mais celle-ci, on me la pose rarement. Euh, du coup, je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement que chacun est, chacun a une dynamique qui est différente. On est tous singuliers. Ça me paraît important de le faire. Je rencontre beaucoup de gens qui se prennent pour des psychologues, c'est-à-dire des gens qui sont dans la projection. Pour être plus précis, euh, tiens, si je me pique avec un ortie, ça me fait mal, c'est pas très agréable. Et du coup, si l'enfant va vers l'ortie, on va vivre la douleur de la même manière, alors que, et du coup, on va lui dire non, ne touche pas à l'ortie, alors que finalement, peut-être qu'il aurait vécu une expérience un petit peu différente, en tout cas moins douloureuse que la projection que vous êtes en train de faire et que vous allez lui transmettre et qui va être contagieux. Et que du coup, il va identifier ortie avec le cri là que vous avez eu, et du coup, ça va renforcer encore plus son inquiétude vis-à-vis de cette ortie. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on est tous différents et que ce que je vis, les autres ne le vivent pas forcément. Et que celui qui vit son anxiété et qui nous la fait partager, eh bien c'est son problème d'abord. Ah oui, ben il y a ça à rendre, oui, ça t'inquiète, oui, oui, ok, ok. Mais encore une fois, peut-être que la manière dont tu l'expliques, la manière dont tu le fais, moi, ça ne m'aide pas du tout. Au contraire, ça me stresse et du coup, si on en revient à la conférence de Samuel Garnier, eh bien du coup, je vais être moins performante. Donc, il y a vraiment cette idée euh, d'expliquer qui on est et comment on fonctionne. Il y a des gens qui fonctionnent que par le stress. Et c'est comme ça qu'ils sont, et c'est comme ça qu'ils y arrivent. Et du coup, il ne faut pas leur enlever ce stress qui peut être positif en soi. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes, les gens qui ont un stress positif et qui vont nous le faire partager, et ça va nous envahir malgré tout. Mais c'est peut-être leur façon de fonctionner, et il faut qu'ils peut-être fassent plus attention à nous. Donc il y a cette idée de mieux se connaître pour mieux se reconnaître. Hein. Et une fois qu'on a fait cette meilleure connaissance, cette meilleure reconnaissance l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien on va faire naître, connaître, reconnaître, naître une nouvelle relation. Donc ça me paraît aussi très intéressant. Alors, c'est peut-être une question piège ou pas, mais en tout cas, pour tous les gens qui souffrent aujourd'hui et qui effectivement décèdent, bien évidemment, c'est très difficile. Ce qui me paraît intéressant, c'est de analyser pourquoi ces gens ont subi le corona. Je crois que là-dessus, il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en avant par plusieurs revues scientifiques aujourd'hui, enfin études scientifiques, qui me paraissent très intéressants et qui nous permettront de mieux nous prémunir par la suite. Donc, c'est vrai que c'est difficile ce que ces gens ont vécu. Peut-être qu'on le vivra à notre tour. Peut-être que moi, demain, je le vivrai. Néanmoins, je crois que on va apprendre beaucoup de cette période et ce sera une chance si on en tire les bonnes conclusions. J'aime beaucoup ce terme que certains philosophes utilisent, que l'homme est inconséquent. L'être humain est inconséquent, c'est-à-dire qu'il a du mal à tirer les leçons de ce qu'il a vécu. Et je crois que c'est vraiment important de le faire et de le faire à plusieurs, ensemble, au niveau collectif. Et je pense que oui, ça peut être une chance parce que très clairement, tous les baromètres sont dans le rouge et que si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui ensemble, eh bien, demain, on revivra des crises aussi fortes. Et les crises que nous vivrons encore, sanitaires, écologiques, économiques fortes, eh bien, si on s'en prémunit en essayant justement d'allier une ambiance bienveillante, une ambiance collaborative, de co-construction, qu'on apprenne à mieux se connaître les uns les autres, à mieux organiser notre travail
pour mieux organiser notre pensée, nos vies perso et nos vies pro, je crois qu'il y aura quelque chose qui va être intéressant. Il y aura plus de sens. Aujourd'hui, je pense que la question de la cohérence et du sens, du coup de la cohérence cardiaque, me paraît très fort. La question de tout à l'heure, je pense qu'il y a cette idée d'identifier ce qui nous fait stresser, très clairement, d'identifier nos forces, encore une fois, hein, d'identifier nos forces, là où on peut agir. Ça sert à rien de toujours penser à des choses où on n'a aucune action possible et que c'est peut-être effectivement une collaboration, un partenaire qui va pouvoir le faire. Donc, je crois qu'il faut partager et puis peut-être aussi partager des actions. Je crois que l'idée de Nassel, c'est de faire des actions. Parfois, ça n'aura peut-être pas de sens pour vous de méditer, mais le fait que vous le ferez, peut-être que de manger en pleine conscience, ou peut-être de courir en pleine conscience, ou de faire une activité sportive, quelle qu'il soit, mais qui vous donne du plaisir, ou cette mise en mouvement, ou cette préoccupation du mouvement que justement un de nos ostéopathes vous parlera sur une prochaine visio aussi, eh bien, je crois que ça libérera votre colonne vertébrale, ça libérera votre colonne d'air, et du coup, petit à petit, vous aurez des effets bénéfiques. Et c'est parce qu'il y aura ces bénéfices aussi que vous continuerez à être beaucoup plus discipliné, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, hein, de la discipline, que les choses aussi bougeront. Alors, Louise, j'adore votre question parce que je crois que c'est le mal un petit peu français ou de notre éducation, pour reprendre une réflexion d'un des participants à la conférence, enfin à la visio, au webinaire. Je crois que on a des objectifs toujours très très forts, on a envie de réussir, on a envie dans cette institution publique qui est une architecture de l'ère napoléonienne, où c'est faire place à l'élite. Et je crois que faire place à cette élite, on a tous envie d'y être, inconsciemment certainement, mais avec beaucoup de dommages collatéraux, hein, et vous le dites très bien, hein. C'est-à-dire qu'on se met la pression et que du coup, à un moment donné, ça risque de devenir nuisible pour nous. Je crois que c'est vraiment important de faire un bilan sur soi-même, sur, encore une fois, qu'est-ce que j'ai accompli de positif dans ma vie. Et il y a plein de choses. Et si vous n'arrivez pas à les identifier, ne restez pas seul, que ce soit Louise ou les autres, hein, pour ceux qui nous écoutent. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi oser se faire accompagner. Je crois que là-dessus, si vous n'arrivez pas à identifier vos compétences, vos forces, et que la pression prend plus de place, une des leçons d'aujourd'hui, c'est qu'on ne pourra pas s'en sortir seul. Et que c'est justement parce que j'ose franchir le pas et d'aller demander de l'aide que finalement, je développe du courage, je développe aussi un effet de surprise et peut-être de créativité. L'idée pour nous, ce qui est important, c'est la flexibilité cognitive, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit. Et c'est parce que j'ai une ouverture d'esprit qu'à un moment donné, j'arriverai peut-être à plus relâcher la pression, parce que je m'autoriserai davantage à le faire. Et cette ouverture d'esprit, elle se travaille aussi à partir des exercices qu'on a vus aujourd'hui. Cette ouverture d'esprit, elle se partage aussi parce qu'on comprend mieux les autres, parce qu'on les écoute mieux, parce qu'on a plus d'attention pour eux, vis-à-vis d'eux, etc., qu'on essaye de mieux les comprendre. Cette empathie. C'est se donner le droit à l'erreur, nous dit Olivier. Eh bien, oui, je crois très sincèrement, je l'ai dit aussi tout à l'heure, je crois que cette idée de partager l'erreur, elle est vraiment intéressante. J'adore les points café, j'adore les échanges au niveau de la cantine, de la cantoche, comme vous dites, Laurent. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, ce que je vous conseille pendant le confinement ou de concert du lien à distance, alors j'avoue que les apéros Skype ou les apéros en visio, là, c'est sympa, vraiment intéressant, mais l'écran, au bout d'un moment, c'est compliqué.
Donc peut-être qu'il faut aussi être discipliné. Je crois que pour en avoir vécu certains, je crois que les apéros où on est trop nombreux, ben c'est pas, enfin, en tout cas les échanges par visio où on est trop nombreux, parfois c'est un peu contre-productif parce que c'est difficile d'écouter et d'entendre tout le monde. Néanmoins, ça peut être intéressant. Je crois que les liens que sont d'aller faire les courses, quand bien même peut-être peu de personnes sont bavards ou partagent. Alors moi, du coup, j'ai privilégié d'aller plutôt dans des lieux plus petits, des épiceries, entre autres des épiceries où il y a, je dirais, des producteurs locaux qui sont mis en avant dans ces épiceries. Ben moi, ça me crée un lien social. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis en train de me recréer ce réseau de proximité avec la boulangère, avec le charcutier, le boucher du coin, avec l'épicerie du coin, qui valorise les producteurs du coin, et ben du coup, je me sens un peu moins seul et il y a du lien social qui se crée. Et d'ailleurs, dans ces petits lieux, c'est plus facile de se parler, quand bien même il y a le confinement, quand bien même il y a les règles de distanciation sociale, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez puissant, au-delà des visios qui peuvent être un outil intéressant. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est pas qu'il y ait une façon de faire, mais qu'il y en ait plusieurs. C'est pour ça que le télétravail peut-être prendra davantage de place demain dans nos organisations de travail. Je trouve que c'est très bien. Il ne faut pas qu'il y ait que ça. On voit bien que ça a ses limites. On voit bien ce que ça peut générer pour certains d'entre nous. Et du coup, c'est le mélange. C'est aussi bien d'allier le télétravail que justement les réunions en physique, que de partager des choses concrètement ensemble autour justement de la cantoche ou du café. Mais je pense que je vous en ai donné déjà pas mal. Nathalie, c'est une très bonne question, merci. Moi, je crois que voilà, c'est qu'est-ce que j'ai envie pour moi, qu'est-ce que j'ai envie pour mes proches, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que la balade que je faisais au quotidien ou que je ne faisais pas maintenant avec le déconfinement, parce que peut-être il y a moins de risques demain, selon l'État, hein, on attendra leurs analyses, selon le lieu où je me trouve, eh bien peut-être que je m'autoriserai davantage à faire cette balade de 30 minutes. Peut-être que je vais aussi moins me charger mentalement de vouloir absolument consommer ou faire plein de choses, mais plutôt consommer intelligemment. Moi, très clairement, hein, mon, mon portefeuille n'a pas diminué dans mes courses. Par contre, j'en fais beaucoup moins, encore une fois, dans cette épicerie locale, près de chez moi, où je fais davantage attention, en pleine conscience, justement, de mes achats, de ce qui est bon pour moi. Et je me fais plaisir un maximum chez Naseol, mais peut-être que Valentin, la semaine prochaine, vous le dira. Hein, on conseille le verre de vin par rouge, puisqu'on est sous l'égide du régime méditerranéen, qui est préconisé par plein d'études scientifiques. Et bien, je crois que là, c'est vraiment intéressant, peut-être de boire ce vin, un verre de vin par jour, de le déguster, de le savourer, de le regarder autrement. Peut-être l'idée, c'est de se faire surprendre, qu'on est capable de faire différemment, tout en étant dans cette notion du plaisir et de répondre à ce qui est essentiel ou important pour moi. Oui, je le crois. Si l'entreprise d'hier n'avait pas déjà entamé cette transformation, je crois que beaucoup d'entreprises avaient entamé cette transformation. Naseol existe maintenant depuis 7-8 ans, je ne sais plus. On a rencontré énormément d'entreprises, énormément de salariés. Il y a 7-8 ans, il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient un peu bizarrement, qui disaient que c'était pas une priorité, la santé la santé au travail au niveau de leur entreprise. On en a rencontré aussi plein qui étaient déjà concernés et qui se sont mis en avant et qui ont justement qui ont fait place à Naseol et grâce à notre diagnostic, enfin le start-up qui nous permet d'avoir une évaluation très précise de là où vous en êtes au niveau de la santé au travail, de votre capacité d'agir, de votre développement du pouvoir d'agir, de repenser les relations humaines, l'organisation, le management, mais même l'espace, puisqu'on est en partenariat avec Chorus. Eh bien, on a eu des belles choses qui se sont mis en route dans pas mal d'entreprises. Et je suis sûr que du coup, demain, il y en aura encore plus, donc et qui auront
bien inévitablement des effets sur ce que nous on appelle le home, H-O-M-E, donc sur l'humain, l'organisation, le management et l'espace. Voilà. Effectivement, ouais. Alors peut-être qu'on sera plus attentif et curieux. Je vois que je oscille les sourcils. Peut-être qu'il y aura d'autres expressions. Alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les mains, mais peut-être qu'on va développer d'autres capacités, d'autres sens. Hein, pour la méthode Fovea Vitos, sur laquelle je travaille régulièrement et qui me permet d'accompagner des individus, des personnes et puis des groupes de personnes. On développe les 5 sens qui nous entourent. Mais je crois que ces 5 sens, ils vont être d'autant plus développés avec ces masques. Sauf si on est, encore une fois, trop régi, réglementé par nos pensées. Il y a quelque chose de curieux dans ce port du masque, mais il y a peut-être quelque chose d'étonnant aussi à découvrir, de cette bizarrerie du quotidien là qui va être bouleversée. Voilà, peut-être qu'il va falloir aussi l'entrevoir comme les enfants vont le faire, hein, comme un jeu. Et l'esprit enfant, je rappelle que les personnes qui ont le plus de créativité, ce sont quand même les enfants. Et que du coup, il faut essayer de garder cette petite, cette petite fleur, cette petite dynamique, cette petite vie infantile en nous pour plus de créativité. Je suis sûr que l'expression des visages de nos collaborateurs, on les verra autrement. Voilà. Peut-être qu'on sera plus efficace aussi dans nos relations, mais je crois aussi qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être très anxieux au niveau de la distanciation et qu'il faudra les respecter dans cette distanciation, dans ce qui leur fait peur, dans ce qui pourrait ne pas leur permettre de venir aussi au travail. Je pense qu'il va falloir aider les gens à revenir pas à pas. Et plutôt que de les juger. Si on les juge, on risque de les perdre ou ils risquent de venir, mais avec tellement d'angoisse que de fait, il y aura des maladies psychosomatiques qui vont se déclarer. Ok, il est 15h31. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, c'est génial. J'ai vraiment apprécié. Je vois qu'il y a un sondage qui est proposé par Mathilde. Le chat, je regarde la fin. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Du coup, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous remercie très sincèrement pour votre attention et tous les échanges qu'il y a eu. Je les ai trouvés très riches. S'il y a jamais il y a des choses auxquelles je n'aurais pas bien répondu ou pas répondu, n'hésitez pas à les poser maintenant, on prendra note. Et puis sur la semaine prochaine, sur le prochain webinaire avec Valentin, et puis dans 15 jours, de nouveau avec Étienne et moi, sur la question du sommeil. Et bien du coup, on pourra peut-être répondre à ces questions-là qui seraient restées en suspens. Merci beaucoup, j'ai fort apprécié. Je vois qu'il y a pas mal de réactions. J'essaye de voir de quoi il s'agit. C'est dans le chat. Merci à vous. Merci, très intéressant. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci, merci, merci à vous. Merci, génial, top. Merci, pouce en l'air, génial. Vous êtes super. Merci aussi. Vous voyez, j'ai plein de gratitude aujourd'hui à votre égard, et puis vous en avez aussi à mon égard, et du coup, ça me remplit de joie et ça me donne de la force, très clairement. Et ça renforce mon système immunitaire. Peut-être que sur ce dernier moment-là, ce qui peut vous paraître très poli de ma part, non, très clairement, ça me touche. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.